Merci à tous d'être venus si nombreux. En tout cas, c'est assez agréable de voir que 100 ans après son assassinat par les nationalistes, l'image de Jean Jaurès réussit à amener dans une salle à Montluçon un 25 juillet autant de personnes assoiffées de connaissances et de curiosité. Aujourd'hui, on reprend, on reprend les affaires. Ça faisait déjà quelques mois qu'on avait des débats à chaque fois publics sur le fond. Notre dernier daté de janvier sur la politique industrielle. Et là, aujourd'hui, on est donc en train de revenir à nos racines, revenir à la source. C'est le premier événement cette année dans l'Allier sur Jaurès, avec en plus, je tiens à le dire, un très grand spécialiste, Gilles Candard, son biographe. Vous pouvez d'ailleurs acheter la biographie Au talon d'Achille, la biographie de Jaurès aux éditions Fayard avec Vincent Duclerc. Gilles Candard, à mon avis, incarne assez bien la synthèse jaurésienne, puisqu'il a été à la fois camarade du Parti communiste et camarade du Parti socialiste, ce qui nous permet donc de nous retrouver dans un grand moment d'union de la gauche ce soir. Je salue notamment nos camarades du PC qui ont pu faire le déplacement. Je crois que c'est important qu'on étudie tous ensemble cette grande figure de gauche. Pour ce qui est du titre de la conférence, moi il me paraissait très important dans un berceau ouvrier, dans un berceau socialiste comme le nôtre, de faire le lien avec les origines du socialisme, et notamment une grande figure, Jean Dormoy. Jean Dormoy et Jean Jaurès ont en commun plusieurs choses. La jeunesse de l'engagement. Jean Dormoy s'engage à 17 ans. Quand il arrive des usines de Vierzon à Montluçon à l'âge de 17 ans, il se met immédiatement au Parti socialiste ouvrier révolutionnaire et il se met au syndicalisme. À 25 ans, Jaurès, lui, est élu député, député républicain, et ça c'est un des points communs d'ailleurs de ces deux figures, c'est que ce sont deux figures qui sont républicaines et qui viennent ensuite, un petit peu plus tardivement, au socialisme. Donc Gilles nous éclairera sur ce parcours qui est en fin de compte assez classique à l'époque. On est républicain avant d'être socialiste. Pour ce qui est des divergences, Jean Dormoy et la plupart des socialistes montluçonnais de l'époque étaient des guédistes, plutôt révolutionnaires que réformistes. Jean Dormoy a baptisé son fils Marx, ça voulait dire quelque chose. Et Jaurès avait quant à lui une conception un petit peu plus réformiste de l'action publique. Donc là aussi, ça peut être intéressant de creuser tout cela ensemble ce soir. Et puis, je voulais notamment, aujourd'hui, on est le 25 juillet, demain on sera le 26 juillet, on peut rien vous cacher. 26 juillet, chaque année, c'est l'hommage traditionnel à Marx Dormoy. C'est l'anniversaire de son assassinat par les fascistes. Et il me semblait particulièrement important d'avoir ces deux jours rapprochés, accolés, avec un hommage et une réflexion sur deux martyrs du socialisme, assassinés l'un et l'autre par les nationalistes. Voilà, je vous remercie et je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour Gilles Candard qui nous fait l'honneur de dire. C'est très imprudent de faire applaudir avant, parce que évidemment, vous déçu, l'orateur c'est Jaurès, hein, c'est pas moi. Donc je vais essayer de parler de cet orateur, effectivement, dont le souvenir demeure. Il est venu plusieurs fois dans l'Allier, à Montluçon, mais aussi ailleurs dans l'Allier. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Alors, toujours, Nicolas m'a demandé de laisser surtout un temps pour la discussion. Je vais essayer de ne pas être évidemment trop long, mais peut-être de reprendre justement parfois un peu ce qu'il vient de dire et de voir comment, disons, on peut présenter les choses, enfin dire deux, trois éléments peut-être essentiels justement sur cette génération de socialistes qui sont à l'origine de la gauche française dans une très large part. On ne peut pas réduire toute la gauche française
au socialisme d'avant 14, c'est quand même dans le socialisme d'avant 14, effectivement avec des militants comme Jaurès, Dormoy, Guesde, ou quelques autres, on en reparlera, que les caractéristiques essentielles de la gauche française se définissent et se déploient ensuite pour le XXe et le XXIe siècle. Donc je vais essayer de dire ce qui me semble être dû éventuellement, disons, à Jaurès ou à Guesde, et leur différence, et ce qui appartient aux uns et aux autres. Alors, on vient d'évoquer la jeunesse de leur engagement. Effectivement, Jaurès, c'est quelqu'un qui a été passionné par la politique de manière très précoce. Il faut imaginer dans cette France du 19e siècle ce jeune homme qui appartient à une famille qui est une famille, disons, qui est justement à l'intersection de plusieurs mondes, qui peut se trouver aussi bien, je dirais, comme relevant de la gêne matérielle que de la bourgeoisie. Alors, ça peut nous paraître surprenant, mais si on veut caractériser Jaurès, on pourrait dire qu'au départ, c'est un bourgeois pauvre. Un bourgeois, parce que les Jaurès, c'est une famille de notables, qui sont connus dans leur région de Castres et des environs. Il y a plusieurs Jaurès qui ont été des négociants importants, qui ont été des personnages. Deux cousins germains du père de Jean Jaurès sont amiraux, donc des personnages extrêmement dignes et représentatifs. Mais le père de Jaurès lui-même n'est que cousin germain de ces amiraux, donc il n'a pas du tout leur situation sociale, ni leur position sociale. Au contraire, c'est quelqu'un qui a des difficultés, qui finalement vit dans une petite exploitation rurale de 4 hectares. Et donc les Jaurès, le jeune Jean Jaurès avec son frère, lui, c'est quelqu'un qui est à la fois, disons, a un nom qui est connu dans tout le département, et en même temps, bon, il y a des parents qui ont du mal à joindre les deux bouts avec une malheureuse ferme de 4 hectares qui ne produit pas grand-chose et qui multiplie, c'est déjà la polyactivité qu'on peut connaître maintenant, qui multiplie les travaux, justement, qui sont à l'affût de tout ce qu'ils peuvent faire éventuellement pour arrondir les fins de mois et s'en sortir. Mais à mieux on travaille, quand même, et les deux enfants, justement, vont travailler à l'école, vont passer le concours des bourses, vont être boursiers, vont être repérés par un inspecteur général en tournée, qui se disent il faut qu'il en faire quelque chose. Et Jean Jaurès va être envoyé à Paris préparer le concours de l'école normale supérieure, tout à fait prestigieux, grâce à sa bourse, grâce aussi à une aide du cousin amiral. Bon, tout le monde se mobilise un petit peu, l'inspecteur général le reçoit une fois tous les 15 jours, et Jaurès devient lormanien, premier reçu à Normal-Sup, puis agrégé de philosophie. Il côtoie des gens comme Bergson, comme Durkheim, qui sont des grands noms de la vie intellectuelle de la fin du XIXe siècle. Et il revient dans sa région, alors que son frère, lui, choisit le destin de marin. Il prépare le concours de naval, il est reçu en même temps que Jaurès est reçu à Normal-Sup, et son frère deviendra aussi amiral. La famille Jaurès détient encore aujourd'hui le record absolu du nombre d'amiraux, parce qu'il y a 3 Jaurès qui ont été amiraux, aucune autre famille évidemment ne peut rivaliser avec eux. Je vais revenir sur cet aspect-là parce que ça vous montre que Jaurès, dans son milieu proche, est donc habitué à vivre avec des militaires, à côtoyer des gens qui savaient ce qu'était le combat, la guerre. Ce n'était pas du tout, disons, un professeur ignorant des réalités du combat ou des choses de l'armée. Et ce Jaurès qui revient dans le tas, eh bien lui, il va être d'abord, il est un républicain, c'est-à-dire que pour lui, ce qu'il faut, c'est faire vivre les promesses de la Révolution française. On est à une époque où, aujourd'hui, quand on parle de ces républicains, on voit des vieilles barres ou des noms d'avenues, Gambetta, Ferry, on a l'impression que c'est des gens qui ont toujours eu 60 ou 70 ans. Alors, ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des gens qui, dans les années 70, 80, sont des gens jeunes et des gens qui sont en train d'arriver au pouvoir et qui arrivent au pouvoir, qui sont
qui sont la gauche de l'époque, hein, par rapport aux royalistes, aux bonapartistes, et qui ont comme programme bien, de faire vivre dans le pays la liberté, l'égalité, la fraternité, d'assurer surtout de l'enseignement à la grande majorité de la population. Le grand programme des républicains de l'époque, ça va être les lois Ferry, avec l'école primaire gratuite, laïque et l'obligation de l'enseignement jusqu'à 13 ans. On pourra dire que ça sera le grand bilan républicain avec, disons, le suffrage universel. Et Jaurès est dans ce mouvement républicain, comme il est un jeune prof qui justement a suivi un parcours brillant, eh bien, comme aussi, il va y avoir des élections en 1885 qui sont faites au scrutin de liste. Donc, dans une liste, on peut panacher un petit peu, on peut varier les profils. Eh bien, on va faire appel à lui, bien qu'il a que 25 ans, qu'il est professeur, parce qu'il apporte quelque chose de jeune, quelque chose justement de nouveau. Il n'est pas dans toutes les disputes qui ont pu parfois diviser les uns et les autres. Donc, vous voyez, c'est parfois utile hein, dans la politique de pouvoir tabler sur un candidat qui est une promesse de renouvellement. D'autant que, justement, les républicains de 1885, ça fait pas longtemps qu'ils sont au pouvoir, mais quand même, ils sont au pouvoir quand même depuis quelques années, depuis pas grand-chose, hein, 5, 6, 7 ans, quoi. Et déjà, il y a une certaine lassitude, parce que la situation économique est mauvaise, c'est la crise économique, il y a du chômage, il y a des scandales, il y a des tas de choses qui ne vont pas. Alors mettre un jeune de 25 ans, c'est bien, le Tarn, je parle du Tarn. Donc, ça contribue beaucoup, disons, au fait que Jaurès est comme ça propulsé en avant sur la liste, et effectivement, son dynamisme, sa jeunesse, le fait qu'il aime parler, qu'il aille aller vers les gens et tout, vont le servir et lui permettre d'être élu député républicain du Tarn en 1885. Et la liste républicaine va passer de très peu, entre 50 et 51% des voix, entre 49 et 50% à la liste conservatrice. Il y a même d'ailleurs un républicain qui est battu et le chef de file de la liste conservatrice qui est battu. Mais c'est plutôt la liste républicaine, 4 sur 5, c'est quand même pas mal, un petit chelem, disons, qui passe. Et c'est en grande partie grâce à l'effort particulier de Jaurès. Et ça, de toute façon, je dirais que c'est quelque chose qui va se reproduire un peu partout, qui est important dans l'histoire de la politique française. En France, nous sommes le parti de la Révolution française, le pays de la Révolution française, nous sommes le pays, je dirais, où la gauche s'est bâtie d'abord par la Révolution, d'abord par la politique, d'abord par les principes, justement, de la Révolution et de l'enseignement. Et donc, on a toujours un climat politique qui est très important. C'est pour ça que même tout le socialisme français sera toujours un socialisme où la politique sera toujours, disons, ce qui compte en priorité. C'est une histoire tout à fait différente de l'histoire de l'Allemagne, de l'Angleterre, des pays scandinaves, de l'Europe centrale, où on n'a pas eu de révolution, on est en monarchie, et où le socialisme et la gauche naîtront de la protestation sociale, de la revendication ouvrière. Quand on est de la revendication ouvrière, de la protestation sociale, on a ce qu'on appelle des social-démocraties, c'est-à-dire des mouvements qui sont des mouvements plutôt syndicaux au départ, où on revendique de meilleures conditions de travail, de meilleures conditions de salaire, et où il y a un lien très fort entre le syndicat et le parti, et éventuellement les mutuelles et la coopération. Il n'y a pas à dire que les uns c'est mieux, que les autres c'est moins bien, simplement c'est deux histoires différentes, ce qui fait qu'effectivement il y a des différences culturelles très importantes entre la gauche française d'un côté et la gauche allemande ou la gauche scandinave de l'autre. En France, nous sommes dans un pays où effectivement la primauté de la politique, souvent de la lutte contre la royauté ou l'empire, de la lutte aussi contre l'Église catholique, du moins en tant que puissance politique et sociale, est très forte. Et
C'est vrai pour Jaurès, c'est vrai pour Dormois, c'est vrai pour Gued, c'est vrai pour tous les socialistes, disons, de la tradition française. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour ne pas rester sur ce modèle républicain? Après tout, on peut très bien concevoir qu'on aurait eu en France un grand parti républicain puis un grand parti conservateur, comme ça, à la limite, vous retrouvez ça dans d'autres pays dans le monde qui vont faire que ça existe. Eh bien, je dirais que chez Jaurès, il y a peut-être deux choses qui vont le conduire à ne pas se satisfaire de son premier engagement de jeunesse, qui était un engagement républicain. La première chose qui va compter beaucoup, c'est que pour lui, la République, donc, ça doit assurer la fraternité en France, et que donc, après l'enseignement primaire, eh bien, il faut que la démocratie politique aille aussi, je dirais, dans les entreprises, dans les usines, dans les campagnes. Il faut que l'ouvrier de l'industrie, mais aussi l'ouvrier agricole, il faut que les gens des milieux populaires soient des citoyens. Il faut donc qu'ils aient aussi leur mot à dire dans l'entreprise. Il faut qu'il y ait un certain nombre de réformes sociales qui soient menées. Et donc il y a plusieurs réformes sociales dont Jaurès va s'emparer en tant que député républicain et qui va essayer de pousser. On n'a pas la peine de les faire toutes. D'autant d'ailleurs ce sont des thèmes parfois qui nous sont encore familiers, qu'on va retrouver. Jaurès pense par exemple qu'il faudrait instituer des retraites pour les ouvriers. Évidemment, un ouvrier vers 60, 65 ans, 70 ans ne peut plus travailler et que donc instituer un système de retraite serait une bonne chose. Je pense qu'il faut aussi éventuellement limiter la durée de la journée de travail. Et bon, dans la discussion, il y en aura peut-être, mais disons, Jaurès va participer, disons, d'alliances politiques, parlementaires ou de mouvements sociaux qui feront que, dans le cadre d'un gouvernement plus orienté à gauche, lorsque les Dreyfusards l'emporteront en 1900, on ira vers la journée de 10 heures, ce qui sera considéré comme un progrès très important. La journée de 10 heures est égale en France depuis 1904. Quand je dis journée de 10 heures, il faut bien voir que c'est pour 6 jours de travail par semaine, donc c'est la semaine de 60 heures. Ce qui est d'ailleurs amusant, c'est qu'à ce moment-là, quand on arrive avec cette alliance socialiste, radicaux, républicains, syndicalistes, à obtenir la journée de 10 heures de la semaine de 60 heures, ça se heurte à de fortes réticences, pour ne pas dire plus, dans le milieu patronal. C'est à ce moment-là, par exemple, que le patronat va créer l'Union des industries minières et métallurgiques, qui existe toujours, qui est un petit peu l'ancêtre du MEDEF. À l'époque, il n'y avait pas encore ni le CNPF, ni le CGPF pour exister, il n'y avait que l'UIML. Elle se crée en 1901 pour résister aux projets excessifs, extrémistes, que porte le ministre Mitterrand, notamment la journée de 10 heures, la semaine de 60 heures. C'est aller trop loin dans l'intervention de l'État et dans la protection sociale pour ces milieux patronaux. Et il y a une interview du grand patron de la métallurgie, Schnell, qu'on s'amuse toujours souvent à passer, parce que vous allez comprendre pourquoi, il y a un certain air de résonance avec les discours qu'on a pu entendre. Schnell dit tout le mal qu'il faut penser de cette journée de 10 heures, en disant, mais si mon ouvrier, si Bibi n'est pas fatigué après sa journée de 10 heures et qu'il a envie de travailler une 11e ou une 2e heure, au nom de quoi l'en empêcherait-on? Il faut permettre de travailler plus pour gagner plus. Voilà, vous avez remarqué que parfois, quand on est historien, évidemment, c'est le charme, disons, de la différence, d'être dans des mondes qui n'ont rien à voir, et de temps en temps, on est surpris parce qu'on a l'impression que finalement, les choses ne bougent pas non plus si vite que ça, parce qu'il y a un petit air de déjà entendu qui se met dans vos oreilles quand vous tombez sur ce genre de discours. Alors, journée de 10 heures, et évidemment, la grande revendication syndicale, celle qui est agitée par les ouvriers les plus révolutionnaires, là, on se tournerait plutôt vers les Dormois ou d'autres de l'époque, qui a été proclamée comme l'objectif lorsque les ouvriers et socialistes se sont réunis pour faire un congrès à l'occasion justement du centenaire de la Révolution française et de la grande exposition universelle de 1789, donc le centenaire qui a lieu en 1889, premier congrès de ce qui deviendra l'internationale socialiste, c'est le thème de la journée de 8 heures avec le slogan 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs, et la journée de 8 heures, donc sous-entendu d'ailleurs toujours du Guillaume 6 à 48, et le grand thème de protestation et d'action avec notamment les 1er mai
qui, dans la France entière, sont, et dans le monde, deviennent une journée d'action à partir du 1er mai 90, d'ailleurs, qui ne vont pas très bien fonctionner. Le 1er mai 91 va déjà pouvoir fonctionner, avec des morts d'ailleurs à fourmi, et ça deviendra la journée de lutte que vous connaissez. Donc voilà, il y a des réformes sociales que Jaurès porte comme député républicain, et bien entendu, vous avez déjà compris, il se rend compte que tous les députés républicains ne sont pas des passionnés de réformes sociales. Que parfois on dit oui, c'est bien, c'est généreux, c'est idéaliste, c'est noble, ça ne nous étonne pas du professeur de philosophie que vous êtes, mais il faut voir les réalités, il faut comprendre, c'est trop difficile. Et Jaurès se rend compte que il y a peut-être nécessité d'organiser ceux qui sont partisans de ces réformes sociales dans un camp progressiste un petit peu à part pour porter ces réformes sociales. Et puis il y a aussi autre chose qui va beaucoup jouer, disons, dans sa prise de distance à l'égard, disons, des républicains du gouvernement, c'est les importants scandales qui vont avoir lieu à l'époque. Alors ça, je dirais, on a peut-être oublié, même si on a eu d'autres scandales depuis. Mais à l'époque, il y avait souvent des passerelles entre la politique et le monde des affaires. Et souvent, le monde des affaires, évidemment, avait tendance à payer les campagnes électorales ou à financer des hommes politiques pour qu'ils soient ensuite des relais d'opinion à la Chambre des députés ou au Sénat. Donc, c'était des choses qui pouvaient exister à l'époque et dont la révélation, évidemment, allait entraîner un certain nombre de remous. Alors, Jaurès qui était arrivé, je dirais, à 25 ans, tout enthousiaste à la Chambre des députés. Il faut savoir que quand il était normalien, par exemple, il y avait une demi-journée de congé par quinzaine, et il occupait soit aller au Louvre avec personne, soit de temps en temps aller à la Chambre, écouter Gambetta et d'autres. Vous voyez, il arrive avec beaucoup d'enthousiasme. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes consacreraient leur rare loisir s'ils n'avaient qu'une demi-journée. Ils ont souvent plus, soit dit entre nous. Je ne suis pas sûr qu'ils occuperaient ce loisir à aller écouter les hommes politiques à la Chambre. Enfin bon, c'était son choix. Eh bien, Jaurès, il découvre que oui, il y a la possibilité de recevoir de l'argent, si on veut, etc. Le président de la République, qui accordait des décorations parfois contre des rétributions, est obligé de démissionner à la fin de l'année 1887. Il y a une compagnie, la compagnie qui devait faire le câlin du Panama aussi, qui fait faillite, et on se rend compte qu'elle avait bénéficié de conditions favorables parce qu'elle avait beaucoup arrosé, disons aussi, d'hommes politiques. Il y a une atmosphère de scandale, disons, qui est vraiment récurrente. Je dirais que chaque trimestre, on apprend un nouveau scandale, et c'est quelque chose qui heurte beaucoup Jaurès. Surtout quand il voit, il faut voir évidemment le contraste. D'un côté, on lui dit non, il n'y a pas de possibilité. Vous ne pensez pas mettre une journée de 10 heures, mais l'économie française va être ruinée. Non, des retraites pour des vieux ouvriers, vous vous rendez compte, ça veut dire qu'on paierait des gens alors qu'ils ne travaillent pas, c'est scandaleux, etc. Donc d'un côté, évidemment, il y a le discours de vous ne réalisez pas, vous n'avez pas les yeux en face des trous, et de l'autre, il voit les millions qui coulent à flot dans certains projets. Donc là, il y a à la fois, je dirais, un refus moral, il y a les deux, le refus moral et la volonté de régler le problème social, qui vont le faire basculer vers le socialisme. Vous allez me dire, il aurait pu être simplement un réformiste, c'est là où je vais dire les choses, mais justement, ce qui est compliqué avec Jaurès, tout à l'heure Nicolas disait réformiste révolutionnaire, ce qui est compliqué avec Jaurès, c'est que bien sûr il est pour des réformes, il est prêt à négocier, à faire des compromis, à accepter que ça ne soit pas tout de suite, mais au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, etc. Il est prêt à tout, mais avec quand même une ligne d'horizon qu'il estime importante. Et lui, qu'on traite souvent de parlementaire et de réformiste, eh bien, il pense que fondamentalement, si on veut accomplir la promesse de la Révolution, il faut une république de citoyens, une république de citoyens libres. Il faut donc que la propriété soit pour tout le monde. Alors lui, sa solution, peut-être qu'aujourd'hui on verra les choses autrement, mais lui, sa solution, c'est une propriété sociale, des moyens de production et d'échange. Donc il pense que les usines, les banques, le commerce doivent être socialisés, que finalement
il ne veut pas du tout une Saint-Barthélemy de la bourgeoisie, des propriétaires. Il n'y a pas de sentiment de revanche sociale. Il dit que le mot de Danton, qu'on mette ceux qui étaient en bas à la place de ceux qui étaient au-dessus, c'est un mot facile, un peu bébête. Il dit non, au contraire, il faut utiliser les qualités intellectuelles de la bourgeoisie. Il y a même un texte où il va expliquer, mais il y a des qualités intellectuelles dans le patronat. C'est pas quelqu'un qui a des vues, si vous voulez, courtes, mais il pense que la société ne sera réconciliée que lorsque la propriété sera effectivement pour tout le monde. Et que donc les anciens bourgeois, les anciens ouvriers, les anciens paysans auront accès aux bénéfices d'une propriété sociale. Et il devient pleinement socialiste, et il s'investit à Carmaux dans une ville, une région qui passionne, parce qu'il est du Tarn, il aime le Midi, il aime parler occitan. Puis Carmaux, il y a à la fois un tiers d'ouvriers, des mineurs, des verriers, et puis autour des campagnes, des petits paysans. Et je crois qu'il aime ce mélange. Parce qu'il aime, je dis que c'est un bourgeois pauvre au début, il aime être dans un endroit où il y a à la fois justement des petits propriétaires, des paysans, des ouvriers, la ville, la campagne. Il aime mieux ça certainement, à mon avis. Il refusera un jour d'être député de Paris, il aime mieux ça que d'être député de la grande ville. Et le déclic initial, c'était une grève qui est une grève parfaite pour lui. Les mineurs de Carmaux avaient élu leur leader syndical comme maire. Alors, ça faisait qu'à Carmaux, il y avait le leader des ouvriers qui était maire, ce qui avait beaucoup choqué le patron de la mine, Marquis de Solage, qui lui était le député conservateur, royaliste et catholique. Alors, vous voyez, c'était parfait, si je puis dire. On serait cru un peu dans une imagerie, disons, d'autrefois. D'un côté, le patron marquis député, de l'autre, le mineur élu maire, parce que les ouvriers ont voulu que ce soit un des leurs qui soit maire. Évidemment, pour être maire, il y a besoin d'absence, et le patron député marquis lui refuse les absences. Donc, l'ouvrier, qui est un peu mauvais toucheur, prend quand même les absences, bien sûr, pour remplir son mandat. Donc, puisqu'il est absent illégalement, puisqu'on lui a refusé les absences, eh bien, il est licencié. Comme il est licencié, les ouvriers mineurs se mettent en grève, et ça fait évidemment la grève des mineurs de Carmaux, qui embarrasse beaucoup de gouvernements. Parce que le gouvernement est républicain, alors c'est un peu gênant, cet ouvrier qui n'a pas le droit d'être maire, ce patron qui est aussi député conservateur de droite, c'est très, très gênant. Il y a une grève qui va durer plusieurs mois, mais qui va se terminer finalement par le fait que, en gros, les mineurs obtiennent satisfaction, le maire doit être réintégré. De dépit, le député, son patron, donne sa démission en disant « Monsieur, c'est comme ça, on va bien voir si ces ouvriers sont capables de gérer eux-mêmes cette mairie et tout. Ils vont venir me supplier de revenir. Hein. » D'ailleurs, quand le maire a été élu la première fois, la liste du patronat avait même refusé de se présenter en disant « Une liste d'ouvriers, c'est tellement ridicule, ils vont de toute façon être incapables de gérer la mairie, ils ne vont pas savoir s'y prendre, donc on les laisse y aller tout seuls. Hein. Et puis, dans 4 ans, ils vont nous supplier de revenir. » Donc, comme ça, la mairie de Carmaux a été, entre parenthèses, ça peut être un très bon calcul, puisque je sais que les municipales sont parfois bonnes, parfois mauvaises pour la gauche. Il se trouve qu'à Carmaux, c'est toujours une municipalité qui est restée de cette même tendance depuis justement ces élections de 1892. Enfin, ça évidemment, le député et ses adversaires ne pouvaient pas le prévoir. Après, il y a des contradictions, je dirais évidemment, à l'intérieur, des désaccords vraiment à l'intérieur de la gauche qui peuvent jouer, bien entendu. Donc, de dépit, le député a démissionné, et les ouvriers qui se divisent un peu pour savoir qui présenter, qu'est-ce qui va pouvoir être élu, qui représentera aussi bien les ouvriers que les paysans, les petits propriétaires, etc., vont chercher Jaurès, qui les a soutenus à fond dans la dépêche de Toulouse, qui a fait campagne pour eux, qui a fait mobiliser les députés, et c'est Jaurès qui est élu député socialiste de Carmaux, et il va parfois être battu, hein, parce que c'est compliqué la vie à Carmaux, puis c'est 55 ans. Mais il va rester leur leader. Il sera député, il sera battu, il reviendra, très souvent avec 51%. Comme je n'ai pas préparé grand-chose sur Dormois, j'en profite pour parler quand même d'un gars de Montluçon. La grande lutte à Carmaux après les mineurs, ça va être la lutte des verriers de Carmaux. Parce que les verriers de Carmaux, c'était l'autre grande industrie
ils avaient un patron qui, lui, était républicain. C'était un patron républicain parce que c'était un ancien ouvrier, c'était fait lui-même. Alors, il était républicain, mais il n'aimait pas la discussion. Il n'aimait pas qu'on débatte de ce qu'il avait fait, ce patron républicain. Et ce patron républicain ne va pas apprécier qu'il y ait un syndicat dans son entreprise. Et ce syndicat était mené par un syndicaliste qui s'appelait Michel Aucouturier, qui est très connu à Carnot et à Toulouse, parce que ça a été un leader syndical et socialiste important de Carnot et Toulouse, mais Michel Aucouturier, comme son nom l'indique peut-être à certains ici, il venait de Montluçon, il était originaire de Montluçon, il était arrivé, il était parti chercher du travail à la verrerie dans les années 1880 à Carmaux, où on embauchait. Donc c'est un Montluçonnais, disons, qui s'est implanté dans le Midi, et c'est sa fille, je disais Nicolas, qui a épousé ensuite un jeune militant socialiste qui était le futur président de la République, Vincent Auriol. Donc, vous voyez, cette famille montluçonnaise, disons, c'est bien implanté dans le Midi, et plutôt la région de Toulouse. Donc, le patron républicain, il va licencier le leader syndical, pareil, un petit peu, si vous voulez, que pour Catugnac. Les ouvriers vont répondre par une grève de protestation. La réaction du patron de la verrerie va être de licencier tous les ouvriers. Pour vous dire qu'à l'époque, évidemment, les mouvements sociaux étaient très durs. Je dis ça parce que parfois, il y a certains de mes collègues historiens qui disent « Oui, mais Jaurès, il est quand même trop accommodant avec les syndicalistes de l'époque, c'était quand même des capochards, ils avaient des méthodes d'action qui étaient un petit peu dures, etc. » Bon, la CGT de l'époque n'était peut-être pas des enfants de cœur, je veux bien, effectivement, mais les méthodes patronales étaient également des méthodes extrêmement dures, c'est ce qu'on oublie. Hein. Aujourd'hui, ça serait interdit par la loi de licencier l'ensemble du personnel pour une grève de 24 heures de protestation contre le licenciement d'un délégué syndical qui serait d'ailleurs lui-même interdit. Hein. À l'époque, c'est comme ça qu'on réagissait, et le patron ne va vouloir reprendre aucun ouvrier. Il va y recruter dans le reste de la France ce qu'on appelait à l'époque des jaunes, des ouvriers qui acceptent de venir travailler chez lui en n'étant pas syndiqués, en disant voilà, les syndicalistes, je n'en veux pas, Charbonnier est maître chez lui, je ne veux pas être contesté dans mon entreprise. Donc, les verriers syndiqués se retrouvent dans la misère depuis mois, évidemment, il n'y a pas d'allocation de chômage à l'époque, même qu'il n'y a pas de retraite, etc. et tout. Et la seule solution que va trouver Jaurès, c'est de mobiliser l'ensemble du prolétariat, de faire une immense souscription, d'avoir recours aussi à quelques généreux donateurs, pour créer une verrerie ouvrière à Albi, avec la geste héroïque de la création de la verrerie ouvrière à Albi, qui va effectivement pouvoir être inaugurée en 1896, hein, une verrerie qui appartenait à l'ensemble du prolétariat, qui sera plus tard une coopérative ouvrière de production, mais donc cette verrerie va exister très longtemps et elle va être inaugurée par donc Jaurès, en 1896. Aujourd'hui, la verrerie existe toujours, mais ça a été racheté par un groupe privé. Évidemment, cette histoire a un peu changé. Mais en revanche, la verrerie du patron Rosseguier qui a licencié tout le monde a disparu. Donc, quand même une justice immanente, sans doute, quelque part. Donc, Jaurès est devenu un grand nom du socialisme, c'est devenu un grand soutien des luttes ouvrières. Il va effectivement beaucoup se battre pour la journée de 10 heures, il va se battre pour les premières retraites ouvrières qui vont pouvoir être mises en place en 1910, ça sera vraiment un petit quelque chose. Mais Jaurès, il est capable des deux. Il est à la fois, c'est pour ça que je voulais revenir sur ce que disait Nicolas, révolutionnaire sur le but ultime, et capable dans l'action de compromis, de méthode. C'est ce qu'il appelle, lui, l'évolution révolutionnaire. D'ailleurs, il pense que la révolution sera certainement obtenue par un engrenage de réformes, mais un engrenage de réformes dont l'horizon pour lui est bien d'aller vers une société socialiste. Et au cours de sa vie, je ne vais pas prendre les différentes étapes, ça serait, on l'abordera plus tôt dans la discussion, il va parfois changer de tactique. Il sera parfois dans l'alliance avec les radicaux et les républicains, par exemple dans la grande bataille pour faire libérer Dreyfus, parce qu'il estimera que c'est essentiel que le socialisme, s'investisse dans un combat pour la justice. Il va expliquer aux ouvriers, vous n'avez pas envie de défendre Dreyfus qui a été condamné à Cayenne, qui est transféré à Cayenne
parce que vous dites, bon, c'est un officier, c'est un bourgeois, quelques-uns disent même que c'est un juif, donc nous, les juifs, on ne donne pas trop, surtout quand ils sont bourgeois, et puis en plus militaires, on n'a rien à voir avec lui, en plus il y a plein d'ouvriers qui sont dans la misère, pourquoi on irait se battre pour lui? Et justement, Jaurès explique, c'est justement parce que c'est un officier bourgeois juif, mais que maintenant, par sa condamnation, il a perdu tout caractère de classe, il est devenu un exemplaire, un exemple de l'humanité souffrante. C'est justement pour cela que vous devez vous mobiliser pour lui, parce que vous devez vous montrer que le socialisme, bien sûr, ce sont les droits de la classe ouvrière, c'est l'émancipation des travailleurs, mais que ce n'est pas une émancipation égoïste, c'est une émancipation de tous les hommes, de toutes les femmes, de toutes les causes, disons, de l'humanité. Que partout il y a oppression, injustice, violation des droits, on doit se battre. Et raison de plus, puisque c'est un officier bourgeois. Et il mène évidemment ce combat, ce que certains socialistes, comme les guédistes d'ailleurs, ont du mal à comprendre, parce que Guédi, lui, jusqu'où va-t-il nous entraîner? Donc il traîne, il regarde. Et c'est comme cela que Jaurès construit sa popularité, et en France, et dans l'international socialiste. Il est très admiré par les Allemands, les Anglais, les Scandinaves, pour ce qu'il fait dans l'affaire Dreyfus, et il donne son fondement, disons, éthique, enfin de morale, au socialisme français, qui fait que le socialisme français est un socialisme républicain et moral, et n'est pas une social-démocratie. Et si on ne comprend pas ça, à mon avis, eh bien on ne comprend pas l'originalité du socialisme français. Mais celui qui a été capable de développer cette stratégie d'alliance, de justice, de réforme, il va être capable aussi de faire parfois des alliances sur sa gauche. Et ça, c'est lorsqu'il pensera que le danger principal, désormais, ce n'est plus l'injustice avec le pouvoir de l'armée, ce n'est plus même le pouvoir de l'Église, parce qu'il a réussi, avec sa stratégie, à faire voter la loi de séparation des Églises et de l'État en 1905, mais il va voter dans des conditions qui font que c'est supportable, c'est acceptable par l'Église, parce que c'est une loi de liberté, une loi qui laisse ces églises à la disposition des prêtres ou des pasteurs ou des rabbins pour les temples et les synagogues, même si l'Église va avoir du mal à l'accepter au départ, mais elle finira par l'accepter. Mais il considère à partir de 1905 que le danger principal vient du risque de guerre. Et comme le danger principal vient du risque de guerre, qui serait un recul de civilisation, qui serait la barbarie, qui serait désastreux, à quoi servent les réformes sociales si on doit avoir des millions de morts? Et Jaurès comprend que s'il y a une guerre, ça ne sera pas une guerre à Napoléon Ier, avec de belles charges de cavalerie, comme le croyait Desroulèdes, ça ne sera pas une guerre courte, fraîche et joyeuse, ça sera une guerre avec du matériel moderne dans les tranchées avec des millions de morts. Ça, il l'a compris, et il pense que cette guerre peut être évitée, mais que si on veut l'éviter, il faut avoir une stratégie internationale. Donc il s'investit dans l'international socialiste pour pouvoir peser dans l'international socialiste. Il fait une unité socialiste en France, il se réconcilie avec les guédistes, soit dit en passant, c'est facilité parce que les blanquistes, autre courant, sont très satisfaits de voir les lois laïques qu'a fait voter Jaurès, parce que les blanquistes sont également très laïques et anticléricaux. Donc ça se favorise. Les blanquistes sont désormais cause commune avec Jaurès à l'intérieur du Parti socialiste et lui assure la primauté. Mais Jaurès, donc, dispose désormais d'un Parti socialiste réunifié. Il développe une stratégie internationale. Il voudrait que l'international fasse des campagnes contre la guerre. Il voudrait que l'international accepte l'idée qu'en cas de danger de guerre, on aille jusqu'à la grève contre le danger de guerre dans les différents pays concernés avant que la guerre éclate. C'est la fameuse notion, vaillant, guerre-hardiste, donc portée, je dirais, par les anciens blanquistes et les jaurésiens dans le parti français. Bien que ça ne lui plaît pas trop, mais les blanquistes et les jaurésiens sont d'accord sur ce mot d'ordre. C'est un mot d'ordre évidemment qui peut paraître très à gauche. Et en même temps, Jaurès pense que cette grève, donc, qui pourrait être quelque chose de très à gauche, parce que ça choque beaucoup de gens en France, l'idée qu'on ferait grève avec des Allemands, d'autres éventuellement, pour empêcher une guerre, c'est sortir de la logique nationale. C'est absolument scandaleux pour l'époque. Mais Jaurès pense qu'il faut avoir le courage d'aller vers des solutions comme cela pour empêcher la guerre, et il pense aussi que ça pourrait être justement lié à tout l'effort qu'il y a aussi du côté de certains
de certaines personnalités, disons humanitaires ou de la politique modérée, en faveur de l'organisation internationale, en faveur de l'arbitrage en cas de conflit et en faveur de la création, disons, de la sécurité collective. Vous avez des conférences qui se tiennent vers 1900, notamment à l'appel des Américains, avec en France des gens comme le grand radical Léon Bourgeois. Alors évidemment, parfois l'extrême gauche, on s'en moque parce que c'est un petit côté bourgeois, officiel, institutionnel. Jaurès lui aussi s'en moque un peu. Mais ce qu'il y a toujours de novateur chez Jaurès, c'est qu'il pense toujours à la fois le mouvement, il ne s'enferme pas dans des solutions qui sont des solutions dogmatiques et fermées, il pense le changement et il pense qu'on peut lier les choses. Hein. C'est quelqu'un qui a le sens, disons, de trouver des solutions qui sont des solutions qui peuvent s'adapter, se transformer, évoluer, hein, qui ne sont pas des solutions dogmatiques. Alors parfois, certains diront, oui, on aimerait bien des choses plus dogmatiques, plus carrées, on comprendrait mieux. Mais en même temps, justement, on comprend peut-être plus au XXIe siècle que l'histoire, souvent, c'est quelque chose qui coule et qu'il est bon d'avoir des solutions adaptables. Et l'idée de Jaurès, c'est que cette grève internationale elle pourrait contraindre les gouvernements à l'arbitrage, et il pense au lien avec justement les libéraux anglais, les pacifistes comme l'Autrichienne Bertha von Suttner, ou les progressistes américains qu'il y a aux côtés de certains présidents républicains, mais aussi avec le démocrate Wilson, qui est élu en 1912. Et justement, Jaurès, il pense en 1914, quand la crise internationale arrive, qu'il a marqué des points dans ce domaine, puisqu'il a réussi à obtenir depuis quelques mois qu'il y ait des rencontres entre députés allemands et députés français, des sociodémocrates, mais aussi des radicaux, des modérés, des centristes, qui ont lieu en Suisse. Ça vient de se mettre en place, un comité est en place depuis le 1er juin 1914, donc c'est tout récent. Et vous voyez, il y a des choses qui progressent. Alors évidemment, nous, on sait que la crise de 1914 va anéantir ces espoirs. Mais si on voit les choses, disons, depuis le XXIe siècle, on se rend compte que aussi bien, je dirais, dans la lutte révolutionnaire pour la guerre, comme dans l'organisation internationale, dans l'organisation également des Nations Unies, dans la mise en place de procédures d'arbitrage, hein, Jaurès était extrêmement novateur. Et il faut bien voir que s'il était contre le danger de guerre, il était contre le danger de guerre, parce qu'il pensait que cette guerre était absurde, c'était vraiment de la barbarie, qu'il n'y avait aucun vrai motif pour faire une guerre. À part ça, il était patriote. Il était extrêmement patriote. Il pensait bien que si on était attaqué, il fallait se défendre. Il avait écrit un livre sur la question de l'arme nouvelle. Et donc là, c'est pour moi l'occasion de le rapprocher effectivement de Marx Dormois que vous allez honorer demain, parce que là, on voit bien que la filiation est directe. On peut être socialiste, pacifiste, internationaliste, on n'en reste pas moins patriote, évidemment, contre l'oppression par un envahisseur. C'est ce que Jaurès, comme Dormois, avaient tous les deux parfaitement compris. Bravo et merci. En t'écoutant, cher Gilles, on voit que la qualité d'intervention était égale à la quantité du public, et ça fait vraiment très plaisir. On va essayer justement d'avoir un petit échange peut-être avec des questions pour creuser certains points. Ce qui était pas mal lors de cette intervention, c'était de voir le fil directeur tout au long de la vie de Jaurès, et les points de convergence avec un certain nombre de choses qui font l'identité du mouvement socialiste dans l'Allier, notamment la question de la réduction du temps de travail. En 1906, à Montluçon, il y a 15 000 personnes, 15 000 ouvriers dans la rue pour réclamer la normale. La normale, la journée de 8 heures. Et justement, dans le cortège, il y a des slogans qui sont très intéressants. C'est tous unis derrière le drapeau des 3-8. Le drapeau des 3-8, donc français, allemands, américains, unis dans ce refus de la guerre et du pacifisme. Ça a lieu en 1906 à Montluçon dans l'Allier.
Donc c'est quelque chose d'assez intéressant de voir que Jaurès vraiment a incarné toute une aspiration du mouvement social et du mouvement ouvrier. Du coup, bon, je ne vais pas monopoliser la parole. Pour ceux qui viennent pour la première fois à une de nos conférences, donc, le principe c'est que ça tourne. Donc des questions courtes, vivaces, élégantes. Et des réponses et des réponses du même acabit, courtes, élégantes et vivaces. Vous pouvez vous approcher ceux qui veulent. Jaurès, c'était toujours trop long. Si on me demande un défaut, voilà. C'est un défaut jaurésien. Quelqu'un veut prendre la parole peut-être? Ah, ça m'étonne pas. On a dit court, élégant et vivace. Élégant et vivace, je sais, mais court, je suis pas sûr. À quelle occasion Jaurès est venu à Montluçon? Alors, à quelle occasion Jaurès est venu à Montluçon? Sur l'invitation de qui? Sur l'invitation de qui? C'était pas le Parti communiste, hein, ça n'existait pas. C'est... Oui, ça j'ai... Alors, Montluçon, aide-moi un peu. Montluçon, parce qu'on m'a demandé en Moulin il n'y a pas longtemps. 1910, Montluçon en 1900, 1907. 1909, il vient pas au moment de la fin de Dreyfus? Non. Non, bah non, parce qu'évidemment vous êtes guettistes un peu ici, hein, je vais vous dire. Mais... À la base, Jaurès n'est pas le bienvenu en 1909. Il vient dans le cadre d'un congrès en interne pour justement présenter une aspiration qui est plutôt, je dirais, un petit peu plus à droite que ce qui se faisait à Montluçon. Montluçon est toujours très à gauche. Non, ça c'est la version Montluçon. C'est d'ailleurs cette version-là qu'après il fait son propre ici à Moulin. Alors voilà, il va essayer de vous faire croire que le guettisme est plus à gauche que Jaurès. Comme vous avez remarqué, les guettistes, ils sont pour la... Finalement, après avoir dit de Zola, j'accuse et l'acte, le plus grand acte révolutionnaire du siècle, ils se méfient. C'est ça, Guel, c'est toujours lutte de classe, lutte de classe, lutte de classe. Alors, quand c'est pas lutte de classe, tu vois, lutte contre la justice militaire, lutte contre la magistrature, qu'est-ce que c'est que ça? Il vaut mieux s'abstenir. Hein. Et puis, lutte contre la guerre, c'est pareil. Il dit lutte contre la guerre, non. La lutte contre la guerre, c'est lorsque on aura tous fait la révolution, il n'y aura plus de guerre, puisqu'on sera tous socialistes, donc il n'y aura plus besoin de faire la lutte contre la guerre. Donc derrière un langage qui est souvent très à gauche, le guédisme, du coup, c'est évidemment parfois ne participe pas aux batailles politiques. Les alliés, le guédisme a par ailleurs de grandes qualités, de grandes vertus, on va dire ça. Hein. Il n'y a pas que des défauts. Le guédisme, c'est très pédagogique, c'est très organisé, c'est sérieux. Et Jaurès a commencé par être compagnon de route des guédistes, parce qu'il a reconnu ses qualités. Et il va travailler avec des guédistes. Mais je dirais que les guédistes, ils ont besoin d'être un peu bousculés, quoi, parce que si on les laisse, justement, c'est assez curieux de voir avec Gued, il répète, au bout d'un moment, il reprend ses discours, et puis il les réimprime, comme ça, en disant la situation n'a pas changé, c'est toujours lutte de classe, lutte de classe, lutte de classe. Bien sûr, c'est pas faux de dire que la lutte de classe existe toujours. Enfin, parfois, c'est dans des conditions nouvelles, hein, il y a des évolutions, il faut bien les analyser, tout n'est pas toujours comme avant. Donc effectivement, 1909, il ne faut pas exagérer, 1909, c'est le parti réunifié, mais l'Allié est une fédération compliquée, parce que dans l'Allié, comme vous le savez, vous êtes diversifiés, et vous avez toujours eu dans l'Allié toutes les tendances de représenter, socialistes, communistes d'ailleurs, ça a toujours été un monde très divers. Et donc Jaurès, il vient de remporter un immense succès en 1908 au Congrès de Toulouse, parce que justement à Toulouse, il a parlé pendant 8 heures, et à la fin de son discours de 8 heures, il a réussi à obtenir l'unanimité, moins une voix, un député du Cher, toujours un peu carouchard, qui est la seule abstention qu'il y a au Congrès de Toulouse. Bon, mais comme cette unanimité justement autour du thème de l'évolution révolutionnaire, parfois dans l'application concrète et tout, entre les différents ténors du socialisme qui peuvent exister, ça pose des problèmes, on fait venir Jaurès un peu comme un arbitre dans l'Allié, et effectivement, parfois il faut, je dirais que l'union est un combat, comme on disait dans un grand parti, hein, l'union est un combat, jusqu'en 1914, ça a parfois été compliqué, mais essentiellement quand même, les guédistes, ils sont quand même restés, et ils
sont restés, justement, Gued va être, qui n'a pas arrêté d'être désagréable avec Jaurès, souvent, il va s'évanouir quand il va apprendre l'assassinat de Jaurès. Et Lafargue, qui était parfois mauvais comme bouteille avec Jaurès va faire un bel article à la mort de Lafargue, en disant quel mystère l'homme est pour l'homme, si j'avais pu penser que cet homme était désespéré, je ne l'aurais pas pensé. Donc c'est vrai que, pour répondre, Jaurès vient pour dire, alors lui il appelait ça les misères, vous savez, les petites histoires du PS. Ça existait, donc Jaurès, il appelait ça les misères. Il disait, le socialisme, c'est misère, etc. C'est pour ça que Jaurès, chose qu'on pouvait ajouter, n'a jamais été au bureau du Parti socialiste. Il n'était pas fou. Et au début, il n'est même pas membre de l'équivalent du comité directeur. Parce que c'est encore une autre tendance du Parti socialiste. Les allomanistes, qui se méfiaient beaucoup des élus, disaient oui, souvent, dès qu'on est élu, on commence à... Ouais, et Jaurès s'en moquait un peu. J'ai vu de toute façon, dès qu'on est élu chez les socialistes, on devient impopulaire, etc. Donc, ils avaient décidé en 1905 qu'il n'y aurait pas de député au comité, enfin, à ce qui était l'équivalent du comité directeur. Je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Vous avez dit ça, je ne savais plus. Donc, l'équivalent du comité directeur à l'époque, c'était la commission administrative permanente. Il n'y avait pas de député. Ça allait très bien pour Jaurès d'ailleurs. Il n'était pas dans l'organisme dirigeant. Lui, il était à son compte de délégué de la Fédération du Tarn. Voilà. De temps en temps, on lui demandait de prendre la parole, alors il apprenait, il disait ce qu'il pensait. Il faisait son travail de député et il avait, quand même, pas fou, il avait l'Humanité, directeur de l'Humanité. Et il va tout faire pour que l'Humanité, journal socialiste, soit un journal à la fois ouvert à tous, y compris aux anarchos qui dirigeaient la CGT, qui ont engueulé Jaurès lui-même et les socialistes, alors que les guettistes auraient voulu que l'Humanité devienne le journal organe du parti. L'organe du parti. Jaurès, il ne veut pas. Il veut que ce soit un journal socialiste ouvert à tout le monde, mais quand même avec un directeur qui se fait dans Jaurès. Parce qu'il n'est pas fou non plus. Donc, oui, il puisse s'exprimer largement. Et ça va être chaud, ça va être dur, on ne va pas rentrer dans toutes ces histoires délicieuses de congrès, mais jusqu'en 1914, il va obtenir que ça soit ça. Ça va rester son journal, il va être de plus en plus puissant, il va trouver le moyen de sauver l'humanité. Ça sera ouvert, il y aura des tribunes libres et tout, des guettistes y parleront, des anarchos parfois aussi, enfin de la CGT, ils parleront et ça. Comme vous le savez, les communistes, plus tard, feront de l'Humanité l'organe central de leur parti, donc en reprenant finalement le mot d'ordre de Gued. Mais comme vous le savez aussi, je sais qu'il y a quelques camarades communistes dans la salle, les communistes décideront à la fin du XXe siècle que l'Humanité n'est plus l'organe central du parti. Aujourd'hui, le directeur de l'Humanité essaye de faire de son journal un journal ouvert avec des chroniques ouvertes. D'ailleurs, tous les lundis du mois de mai et de juin, je parle de Jaurès, c'est interrompu pendant les vacances, mais ça reprend à partir du 1er septembre. J'ai fait de la publicité pour l'Humanité. Je précise également que la Fédération de la Vie est abonnée à l'Humanité. L'union est un combat. D'autres interventions peut-être? Jean? Dites-moi, comme Jaurès a montré qu'il était capable de s'entendre avec Gued, pensez-vous que s'il n'était pas mort en 14, il aurait pu s'opposer à la scission du Congrès de Tours en 1920? Question. Comme tu veux. Nous sommes ici dans un Montluçon, ce sont les Montluçonnais qui c'est toujours très difficile parce que dès 1914, on va commencer à se disputer pour savoir ce que Jaurès aurait fait. Alors moi, je regarde ma biographie, bon, j'avance quelques pistes. Pour le 1er août, parce qu'il meurt le 31 juillet au soir, il va écrire un article. Je crois qu'on peut deviner à peu près son article. À mon avis, il aurait ressemblé au discours de Bèze, il aurait mis en cause les différents gouvernements, il aurait accusé le gouvernement français à travers la mort des Russes, il aurait fait un appel à la démocratie américaine. J'insiste sur le dernier point, parce que souvent on en parlait rarement, on comprend pourquoi les socialistes n'avaient pas envie de dire que Jaurès aurait fait encore des efforts contre la guerre, alors qu'ils sont un peu héritiers du courant union sacrée, et les communistes qui aiment bien le côté Jaurès contre la guerre, n'avaient pas envie de dire qu'ils pensaient à la démocratie américaine pour empêcher la guerre. Donc, ce qui fait que pendant très longtemps, ce fait a été un petit peu passé sous silence. 1er août, 2 août, on peut deviner la position de Jaurès. Après, ça devient de plus en plus difficile. Parce que bien sûr, Jaurès est patriote, donc en cas de guerre et d'invasion, il déploie la défense nationale, bien entendu. En même temps, il aurait dit quelles étaient les responsabilités des uns et des autres dans le déclenchement de la guerre.
quel aurait été le déroulement de la guerre, est-ce que ça aurait été cette guerre-là jusqu'au bout pendant 4 ans, c'est difficile à dire. Alors, le congrès de Tours, très franchement, on voit très bien ce qui... moi, j'ai fait une thèse sur Jean Longuet, qui était adversaire de la scission au congrès de Tours. D'abord, j'ai tendance à tirer Jaurès dans mon sens. Mais on voit très bien que les arguments de Jaurès pour l'unité socialiste seraient demeurés en 1920, mais la création de parti communiste, elle a eu lieu dans tous les pays du monde, elle a eu plus ou moins de succès. Hein, donc il y en aurait eu certainement. Certains disent parfois que Jaurès, par son tempérament, disons, son espérance révolutionnaire, aurait eu de la sympathie pour la révolution russe. En 17, je suis d'accord qu'il aurait peut-être eu il aurait eu certainement de la sympathie pour cette société qui voulait se construire. Mais vous avez vu Jaurès, il y a quelque chose sur lequel il ne transige pas, c'est, je dirais, la fierté, la liberté du citoyen qui doit dire son mot. Il a horreur de tout ce qui est contrôle, tatillon, ça il ne supporte pas. Même sur le plan parlementaire, il va parfois s'opposer à certains de ses amis, le côté, vous savez, contrôle strict, signature d'une feuille de présence, il est contre, parce que pour lui, le député doit être fier, il doit être libre. On peut l'engueuler, mais dans ce cas-là, on s'engueule face à face. Alors, c'est pour vous dire que le centralisme démocratique, tel qu'il a existé au Parti communiste pendant très longtemps, de toute façon, il ne pouvait pas le supporter. Et quand je dis ça, c'est pas pour dire qu'il y a une impossibilité entre Jaurès et le communisme. Aujourd'hui, je ne sais pas, parce que, comme vous savez, aujourd'hui, le Parti communiste ne fonctionne plus avec le centralisme démocratique. Donc, ce serait très difficile de savoir si un Jaurès ressuscité aujourd'hui. Parce qu'on me pose souvent la question, je dis la première chose qu'il ferait, c'est de se taire, contrairement à ce qu'il faisait beaucoup de son vivant. Et on lui a dit un jour, il savait admirablement écouter. Donc, il se tairait, il lirait, il écouterait, il regarderait. Et puis, évidemment, après, il parlerait. Et là, ce serait évidemment passionnant de voir ce qu'il aurait à dire. J'ai tendance à penser qu'il garderait un idéal élevé. Alors voilà, c'est un peu montré. Eh bien, approche-toi. Donc nous connaissons au niveau français, je dirais, l'intérêt, l'oral que Jaurès a. Est-ce qu'au niveau européen, Jaurès a-t-il cette même aura, a-t-il cette même, je dirais, richesse humaine et de gauche socialiste? Je ne sais pas, est-ce qu'en Allemagne, est-ce qu'ailleurs, on parle de Jaurès, finalement il est donc ignoré complètement. Alors, oui, bien sûr, il est plus connu en France qu'à l'étranger, et puis bien sûr, ça dépend des périodes. Aujourd'hui, par exemple, il est encore très connu, assez connu, il est cité dans des pays comme l'Argentine ou l'Uruguay, où il a fait un voyage en 1911 avec des socialistes locaux qui l'ont bien relayé. Il y a de temps en temps des articles, il y a une avenue Jaurès à Buenos Aires, comme il y en a une à Sao Paulo, à Montevideo. Donc il y a un écho, disons, de Jaurès en Amérique latine. De son vivant, il était très connu en Allemagne et dans les pays, disons, influencés par la social-démocratie allemande. Ça se comprend bien parce qu'il était l'homme de la lutte pour la paix. Donc évidemment, les Allemands vont être marqués par le même destin que nous, avec les guerres récurrentes entre la France et l'Allemagne. Donc Jaurès était celui qui se battait contre la guerre et qui aurait peut-être pu empêcher la guerre. Le soir où il est assassiné, s'il n'écrit pas son article tout de suite, c'est parce qu'ils attendent l'arrivée du délégué de la social-démocratie allemande, le futur chancelier Müller. Jaurès avait parlé un peu allemand, il avait fait d'allemand au lycée, donc il lisait allemand, il lisait Marx dans le texte, il lisait Rosa Luxembourg dans le texte, Hildferding dans le texte, il lisait Goethe aussi, avec la littérature allemande dans le texte. Il ne parlait pas très bien, parce qu'à l'époque on n'apprenait pas à parler, mais il était capable de commencer et de terminer ses discours en allemand, et même parfois de faire des discours en allemand avec un accent, avec l'accent du Tarn. Je pense que ça donnait. Mais bon, il avait un succès fou. Vous imaginez à l'époque, dans l'Allemagne de 1910, entendre un grand dirigeant français commencer par Genossen, mon accent allemand, mais moi c'est parce que j'étais mauvais au lycée. Il était épouvantable. Lui, il était peut-être mauvais, mais parce qu'on lui avait pas appris. Moi, on m'a appris, mais
ça n'est pas rentré, quoi. Donc, ça fait penser un petit peu quand le général de Gaulle terminait ses discours avec quelques mots en espagnol ou dans la langue du pays. Il était évidemment acclamé et extrêmement populaire dans les pays où il était, disons, une promesse de pacifisme et l'organisation européenne. Ça marche moins qu'en Angleterre, alors qu'il y avait des connexions. Et vous savez, les Anglais ont toujours du mal à s'intéresser à des traditions politiques qui ne sont pas les leurs. Ça fait partie, je dirais, un peu de l'histoire anglaise. En Italie, oui, on a édité du Jaurès, on a publié, plutôt chez les communistes italiens, Gramsci, Togliatti, Berlinguer. Ça nous surprend, enfin un petit peu aussi d'ailleurs chez les socialistes, mais ça ne nous surprend pas trop, puisque les communistes italiens, comme vous savez, sont finis par devenir socialistes, et ils ont tellement évolué qu'ils sont devenus même plus modérés que les plus modérés des socialistes français, ce qui pour un vieux comme moi est déjà pas mal. Enfin, je dis que ça, on va dire la télé. D'autres questions? Voilà. Trois d'un coup. Honneur aux dames. On va prendre trois d'un coup. Non, trois d'un coup. Allez. Que pensez-vous des tentatives de récupération de Jaurès auxquelles on assiste actuellement, y compris par le Front National? Bonne question. Guy? Dans un tout autre d'idée, est-ce que la social-démocratie allemande, dans son combat pacifiste avant la guerre, le soutenait autant qu'il l'aurait souhaité? Ben non. Mais enfin, je vous répondrai plus, mais non. Moi, j'aimerais savoir quelle était sa position par rapport au droit de vote des femmes. Ah oui, vous avez raison. Alors, trois grandes questions, évidemment. Oui, bien sûr. Alors, Jaurès est vraiment très détesté de son temps. On imagine. Enfin, la vie politique était violente, il faut reconnaître. La vie politique était violente à l'époque. On se caricaturait, on s'injuriait, et vraiment, ça ne faisait pas de cadeau. C'était tempéré par le fait qu'on pouvait se battre en duel. Jaurès s'est battu 2 fois en duel. 2 fois, c'est lui qui a demandé le duel. Comme quoi, il ne faut pas le faire parfois trop grand-papa gentil. La première fois, c'est Barthou qui le traite de menteur dans une invention parlementaire. Ça ne plaît pas à Jaurès. Jaurès lui dit nous nous battrons en duel le lendemain matin. Soit dit en passant, ça signifie qu'il rentre donc le soir chez lui et qu'il dit à sa femme qui l'attendait avec sa petite fille ce soir je me couche tôt parce que demain matin je me bats en duel par de Saint-Tuan avec Barthou. On était un 24 décembre au soir. Ça, c'est un de mes arguments pour défendre Mme Jaurès. Vous imaginez l'ambiance pour le réveillon de Noël. Le lendemain matin, il faut prendre un fiacre à la première heure pour aller s'échanger 2 balles de revolver. Pas si commode que ça, Jaurès. Deuxième fois, c'est Déroulède qui se vexe d'avoir été moqué dans l'humanité et qui lui envoie un télégramme. Vous êtes le plus pervertisseur, corrupteur de la jeunesse française. Ça ne plaît pas à Jaurès, il lui dit on se battra en duel. Déroulède est exilé en Espagne, il ne peut pas rentrer en France. Ça ne fait rien, je viendrai sur la frontière espagnole. On se battra en Espagne. Non, les Espagnols ne veulent pas. Eh bien, c'est pas grave, je vous obtiens un sauf-conduit pour qu'on puisse échanger aux 2 coups de revolver sur le territoire français où c'est interdit, mais pas tellement. Donc, voilà, on se bat en duel à la frontière française. Donc, les campagnes étaient très violentes, mais évidemment, les nationalistes déversaient des torrents d'injures sur Jaurès, l'officier Jaurès qui a bien mérité la croix de fer, Jaurès, le valet du Kaiser, Mademoiselle Jaurès, Maurras l'appelait comme ça, Mademoiselle Jaurès, c'est une fille publique, ce Jaurès. On disait, bon, que fera-t-on le jour de la mobilisation? Eh bien, il faut coller Jaurès au mur en même temps que les affiches à mobilisation. L'extrême droite le disait, le faisait, mais aussi parfois, je dirais, les nationalistes de tous bords, un écrivain comme Péguy, Maurice de Valef, qui va être le fondateur des concours de Miss France, et la fête des pères. Vous voyez, j'ai rien contre Miss France, la charmante dame qui les dirige, elle était évincée. Bon, enfin, vous voyez, il est vraiment haï partout. Et aujourd'hui, effectivement,
effectivement, on voit les nationalistes héritiers de ces nationalismes-là récupérer Jaurès. Alors j'ai envie de dire trois choses. D'une part, c'est peut-être parce que parfois il y a un défaut à gauche, disons, de faire vivre ces valeurs et ces traditions, ces incarnations. Donc je félicite les socialistes de Montluçon et d'Allier, comme d'autres secteurs de gauche, de faire vivre leur histoire, parce que je pense que quand on laisse ça en friche, bah évidemment, après, c'est pris par d'autres. Et je peux vous dire, je connais, en tant que responsable des études géorgiennes, je connais un peu ma carte de France, il y a des endroits où il y a encore un intérêt, mais il y a des endroits où c'est le désert complet, hein, même des fiefs politiques, mais où plus personne ne s'intéresse à ce qui s'est passé avant, je dirais, le retrait de Miguel Jospin. Ça existe. Donc, je crois que c'est un petit peu cette sanction-là. Je crois que c'est évidemment parfois la grosse ficelle du nationalisme qui se donne une image sociale. Ça a déjà existé dans le nationalisme français, hein, du temps du boulangisme ou à d'autres époques. Alors évidemment, à mon avis, il va y avoir des contradictions parce que Jaurès, c'est la fraternité, c'est la défense de la République, de la démocratie. Un de ses derniers articles, c'est en faveur des droits des travailleurs immigrés. Bon, je ne vois pas les héritiers de Maurice Barrès et de Déroulède reprendre ça à leur compte. À mon avis, il y a bien un moment où ils vont devoir faire des choix concrets et ils vont se démasquer. Et quelque part, alors je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais c'est mon côté jaurésien, je suis un vieil optimiste. Je me dis que si aujourd'hui, les héritiers de l'extrême droite française, de Barrès et de Déroulède, mettent dans leur salon de la mairie un buste de Jaurès plutôt qu'un buste de Barrès ou de Déroulède, eh bien ça prouve quand même qu'on n'a pas perdu tous les combats, je dirais nous à gauche, parce que ça prouve que si on veut être populaire, enfin je sais bien, on va dire c'est au moins dans le Pas-de-Calais, on est obligé de mettre le buste de Jaurès, c'est pas le buste de Maurice Barrès qu'on met. Et bien quelque part, eh bien, je me dis qu'on finira par gagner. Bon, je suis optimiste, hein, mais enfin, c'est un côté jaurésien. Alors le SPD, ben oui, vous avez tout à fait raison, bien entendu, que Jaurès, il voudrait plus du SPD. Il fait un combat, il espère qu'il va l'emporter, mais cette fameuse motion sur la grève générale, le SPD ne veut pas la voter. Ils ne veulent pas la voter à Stuttgart, ils ne veulent pas la voter à Copenhague. Donc il y a un grand congrès qui est prévu à Vienne, et puis le 23 août 14, et puis comme il y a un danger de guerre, on l'avance, on va le faire à Paris le 9 août. Jaurès s'est dit, ah, ça va être chez moi, à Paris, je vais mobiliser, je vais demander aux anarcho-syndicalistes de venir m'aider à faire des manifestations. On voit bien qu'il a pensé à ça. Déjà, pour l'ouverture du congrès, on sera dans notre élément, puis il y a ce danger de guerre, et puis la motion que je viens de faire voter à Paris, je la présente bien, je parle de l'arbitrage, il fait tout pour obtenir ce soutien du SPD. Et évidemment, Hermann Müller qui va arriver le 1er août 14, il va arriver en disant bah non, on ne bougera pas. Donc évidemment que le grand drame de la vie de Jaurès, c'est qu'il fait tout pour entraîner le SPD et qu'il a du mal, qu'il a beaucoup de mal. Alors il compte sur le fait qu'il y a des jeunes très à gauche, comme nos amis communistes Karl Liebknecht, hein, les futurs fondateurs du KPD en Allemagne, Rosa Luxembourg qui s'est enguirlandée bien des fois avec Jaurès, mais qui est quand même un peu soufflé parce que fait Jaurès et tout, on est obligé de dire ah oui, il se passe quelque chose. Et puis des jeunes qui ne sont pas de cette aile-là, mais comme Franck, qui est un jeune très francophile de Mannheim. Donc on voit bien que Jaurès est en train d'essayer de les entraîner en les débordant à la fois en s'appuyant sur l'extrême gauche et à la fois, peut-être sens un peu de ces rencontres de Berne et de Bâle dont je vous parlais, en essayant de les mettre dans des réunions de comités interparlementaires où on discute sous la présidence du sénateur d'Estournel de Constant de l'arbitrage, de grands thèmes communs, économiques et sociaux, hein, je dirais, où justement il réussit à entraîner à la fois des libéraux démocrates, des gens comme Konrad Haussmann, pour ceux que ça intéresse, c'est les ancêtres de l'actuel FDP ou FPD, d'ailleurs je ne sais plus en quel sens on dit, enfin de ce parti qui a été parfois la Ligue SPD, parfois la Ligue chrétien-démocrate. Il arrive même le 1er mai 14 à avoir des Bavarois du Zentrum, c'est-à-dire les ancêtres de l'actuel CSU. Donc c'est plutôt la droite. À l'époque, c'est pas les. Évidemment, c'est au centre en Allemagne. À l'époque, il y a la vieille droite, les grands propriétaires fonciers, de l'armée, d'extrême droite hein, qui existe, qui ne vient pas à Berne. Mais vous voyez, Jaurès, il essaye sur la gauche et sur la droite d'entraîner le SPD toujours avec la confiance en mouvement. Et le drame, évidemment, c'est que la crise de
de juillet 14 va le tuer, alors que si la crise avait pu ne pas déboucher la guerre à cette occasion, on peut se dire que peut-être, de même que vous me posiez la question sur le congrès de Tours, peut-être qu'en 1915, 1916, 1917, 18, à la fois l'extrême gauche députéchienne et l'évolution des centristes et des démocrates et libéraux aurait été tellement forte que le SPT aurait été vraiment une force pacifiste. Mais Jaurès, il a tout essayé, il les a parfois engueulés frontalement, il a parfois essayé le compromis, la souplesse, enfin, il essaie tout. Mais il pense bien qu'effectivement, il y a un problème avec la social-démocratie allemande qui est trop révérencieuse, qui est trop bureaucratisée. Hein, il est conscient du problème, et il cherche la solution. Alors les femmes, on peut dire franchement, c'est pas là où Jaurès est le plus grand. C'est pas là où il est le plus grand, bien sûr. Mais il va progresser, parce qu'il est quand même très grand. Il est très grand, donc, évidemment, lui, au début, pour lui, un mariage de convenance, et puis alors, dans sa vie privée, c'est encore pire, sa fille, il cherche à la marier à un bon professeur qui a fait rue d'Ulm. Bon, il s'est marié, il y a une dot, pour sa fille aussi, il envisage une dot. Il est très traditionnel. Quand Léon Blum écrit du mariage, ou Léon Blum, qui est un intellectuel parisien, élégant, raffiné, Léon Blum dit, bah oui, aujourd'hui, le monde a changé, donc de même que les garçons ont des aventures, il faudrait que les jeunes filles aussi aient des aventures avant le mariage. Jaurès, il ne dit rien, parce que ça ne passe pas, il se demande comment Blum a pu écrire des choses aussi scandaleuses. Hein. Bon, et justement, évidemment, c'est toujours comme ça, Jaurès a des ennuis avec sa fille qui, elle, je pense, s'intéressait plus à ce que, enfin, était plus d'accord avec Léon Blum que son père. Donc, Jaurès a du mal, mais, sa vocation universelle, son attention lui permet de comprendre qu'effectivement, les femmes doivent être des citoyennes et avoir le droit de vote. Et il va écrire quelques articles sur le sujet, à la fois sur le droit de vote des femmes, sur les droits des femmes qui ont à exercer des professions à égalité des hommes, par exemple. Je suis tombé l'autre jour sur une intervention parlementaire, on dit là c'est pas normal, vous prévoyez telle prime pour des instituteurs et vous ne donnez pas la même chose pour les institutrices, les femmes doivent avoir la même chose que les hommes. Le ministre dit oui, bien sûr, mais enfin on n'a pas de crédit, je reste en fait un petit effort quand même, il n'y a pas de raison, oui, mais enfin quand même. Bon, donc, il évolue dans le bon sens, mais je reconnais, j'ai essayé un jour dans un bouquin d'ailleurs qui avait été publié par l'Humanité, de faire un petit chapitre sur Jaurès et le soutien aux luttes féministes. Il écrit un article pour les femmes, je dirais une fois tous les 2-3 ans. Et puis au bout de 2-3 ans, il y a les féministes qui viennent me voir en disant « Citoyen Jaurès, c'est très bien tous vos combats que vous faites, pour la représentation proportionnelle, pour ceci, pour cela, mais vous nous avez dit que vous feriez une grande intervention pour le droit des femmes. Ah, comme vous avez raison. Mais vous faites bien de venir me voir. Mais oui, je vais intervenir sur le droit de vote des femmes. Je vais écrire un article, voilà. Et il écrit un article, et 3 ans après, ça recommence. Hein. Et il est un peu gêné, pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de radicaux qui disent oui, bien sûr. Bon, enfin, si les femmes votent, ils vont pas voter pour nous. Et puis Jaurès, ce qu'il voudrait, c'est la représentation proportionnelle. C'est d'ailleurs un sujet sur lequel je suis proportionnaliste globalement comme lui. Enfin, vous me direz, ça vous est égal de savoir ce que je pense, je n'ai pas beaucoup d'influence politique. Mais je crois que Jaurès surestimait l'importance de la proportionnelle et qu'il aurait mieux fait d'investir sur le combat vraiment pacifiste et de s'allier avec Caillaume. Ça, c'est facile, parce que moi, je sais ce qui se passe en 14. Lui, évidemment, il ne le savait pas. Hein, donc, je peux jouer au grand politique en essayant d'aller lui souffler à l'oreille en 1912-1913. Fais gaffe, Jaurès, ça serait plus important d'être là-dessus. Et effectivement, je crois bien qu'à cause de ce combat pour la représentation proportionnelle, il dit oui, le droit de vote des femmes, c'est bien, mais ça va m'empêcher de faire voter les RP, on fera ça juste après. Alors ça, c'est un discours que les femmes connaissent bien. C'est essentiel, vous êtes les plus belles, les plus fortes. Juste après, on pensera à vous. Et effectivement, Jaurès prend position dans le bon sens, mais il faut un peu bousculer. Enfin, voilà, en bousculant un petit peu, il aurait continué à progresser. Hein. Il était en chemin, hein, et il y avait et je vous rassure, il y avait des féministes dans la SFIO qui de temps en temps le bousculaient. Hein, la citoyenne Sorg, la citoyenne Pelletier, de temps en temps, Rosa Luxembourg dans l'International, de temps en temps, Jaurès se faisait
se faisait un petit peu secouer, ou même Lyon, Blum, vous voyez, d'autres, et donc, bah oui, il évoluait. Hein. Voyons. Jaurès et les colonies. Oui, bah pareil, si je puis dire, mais il a évolué davantage sur les colonies. Enfin, il a évolué plus tôt sur les colonies. Alors au début, c'est encore plus affreux que sur les femmes, parce qu'au début, au début, si vous voulez, c'est un gars du 19e siècle. Et j'ai dit tout à l'heure, mais je ne suis pas revenu comme je pensais le faire, qu'il était une famille de militaires. Il n'y a que des militaires dans sa famille. Qu'est-ce que vous voulez, les militaires qui participent aux conquêtes coloniales, hein. Les cousins, ils sont allés amiraux du père, ils sont allés en Indochine, en Chine. Tous les oncles paternels et maternels que Jaurès a connus étaient militaires. Donc, beaucoup de militaires. Et au début, Jaurès, il est comme tous les Français, et je dirais il est en plus comme tous les Français de gauche, républicains de l'époque. Ah, eh bien, on a été battu par les Allemands, mais on a conquis un empire colonial. C'est très bien. Jules Ferry s'est emparé de la Tunisie. C'est très bien. J'ai mon ami Gilles Manson avec les droits de l'homme, il fait souvent beaucoup de cas de grands affrontements, Ferry, Clemenceau, ils se votent, où les partisans de la colonisation ont 4 voix de majorité contre les adversaires de la colonisation. Bah oui, mais dans les 4 voix de majorité, il y a la voix de Jaurès, quand il est républicain. Il est tout à fait colonial, c'est vrai. Eh bien, il va évoluer, effectivement. Après être devenu socialiste, il aurait évolué pourquoi? Parce que justement, Jaurès, non seulement il pense le mouvement, mais il a de l'imagination. Et c'est pas quelqu'un, c'est à la fois quelqu'un qui imagine, c'est quelqu'un qui a l'esprit ouvert, c'est quelqu'un qui discute, c'est quelqu'un qui lit, et c'est quelqu'un avec qui vous pouvez échanger, il adore discuter. Et donc, je vous dis, même sur les femmes, il peut évoluer, eh bien, il va aller en Algérie, parce qu'il va se reposer, à un moment, il est en dépression nerveuse, il est fatigué, quoi. Donc il va chez son ami Viviani, il visite l'Algérie, il se rend compte que les Algériens vivent dans des conditions absolument misérables, il se rend compte que ce qu'on raconte en France sur l'école pour les petits Algériens, c'est en gros du pipeau, qu'il y a des écoles pour les colonisateurs, oui, et puis de temps en temps un fils de chèque, etc. Enfin, c'est presque rien. Et donc il se rend compte que la France se conduit très mal envers les indigènes et tout. Et donc il commence à dire qu'il faudrait des réformes de justice. Alors si vous voulez, à partir du moment où on est en Algérie, il ne va pas dire que les Français vont évacuer l'Algérie, mais il dit qu'il faut faire des réformes de justice, qu'il ne faut pas spolier les terres des colonisés, qu'il faut faire des écoles. Il va le dire aussi pour les Tunisiens, et il est contre de nouvelles conquêtes coloniales. Par exemple, sur le Maroc, alors là, il va être vent debout contre la conquête du Maroc. Il va expliquer que non, il existe un Maroc indépendant, qu'il faut peut-être commercer avec le Maroc, mais qu'il ne faut pas s'emparer du Maroc. Ainsi, d'une part, ça aggrave la situation avec l'Allemagne, que d'autre part, les Marocains ont une civilisation, ont une culture, que c'est quelque chose qui vient de loin, parce qu'il a aussi progressé. Ils se rendent compte que la civilisation arabo-musulmane existe. Il est attentif aussi à ce qui se passe de son vivant. Il explique parfois aux députés, vous savez, dans le monde arabo-musulman, il y a 2 grands courants. Il y a un courant moderniste et démocratique, et puis il y a un courant régressif et passéiste. Si vous voulez que le courant moderniste et démocratique, libéral, gagne, eh bien, il ne faut pas y aller à coups de canon. Il faut respecter le Maroc et l'Égypte, et il faut respecter la Turquie pour ce qui est l'élément turc. Et dans les pays où nous sommes implantés, eh bien, il faut des réformes, et puis il faut peut-être qu'il y ait une représentation des indigènes qui existent. Alors, ce n'est pas encore l'indépendance. Hein. Il faut bien voir que colonialisme et anticolonialisme sont des mots qui apparaissent dans la langue française en 1905, sous la plume du blanquiste Paul Louis, qui est un ami de la région, parce que même si vous êtes guédiste, vous avez de bonnes relations avec le blanquiste voisin, je pense. Je sais qu'il y a des citoyens de Commentry qui sont présents, je sais tout le monde. Voilà, et donc Jaurès évolue, et contre le Maroc, il a un combat qui est vraiment exemplaire, hein, vraiment exemplaire. Il va me permettre d'ailleurs de faire une petite pique contre ceux qui pensent que les guédistes sont plus à gauche. Une fois que le Maroc est conquis, malgré tous les efforts de Jaurès, et bien vous allez avoir certains qui vont dire, parce que le Maroc est conquis, c'est très bien, on va montrer que le socialisme est supérieur au capitalisme,
Et donc, vous avez un génial guédiste, ça tombe bien, il n'est pas de l'Allier, je crois que si. Lucien Deslignières, il est du Chêne ou de l'Allier? Je crains qu'il soit de l'Allier. Ah oui, Lucien Deslignières et Montluçon. Oui, bah quel est le projet de Lucien Deslignières? Lucien Deslignières dit, c'est pas qui est à nous. Il y a une très belle vallée là, ça s'appelle la Cébou, je crois, côté de Meknès-Metz. On prend cette vallée, hein, et puis on y met des ouvriers socialistes, militants conscients. Ah bah des Européens, bien sûr. Non, alors lui, il y a encore quelques populations arabes qui vivent, bien sûr, c'est la vallée la plus fertile du Liban. Oui, bah eux, on leur dit d'aller dans la montagne, là-bas, hein, très loin, avec leur chef, c'est pas grave, même s'ils faisaient autre chose. Et on fait un Maroc socialiste. Ça va tellement être génial que du coup, tout le monde va vouloir passer au socialisme, et le socialisme va triompher dans le monde entier. Eh bien, Jaurès, il doit se battre en réunion de groupes parlementaires contre Cachin et les autres guédistes qui soutiennent à fond le projet de Deslignières pour empêcher que le groupe socialiste dépose sérieusement ce projet qui, évidemment, sacrifiait complètement les Marocains qui habitaient la dite vallée. Hein. Donc, vous voyez, là, il mouille sa chemise. De même qu'en Tunisie, il va parfois lutter contre des socialistes ou des radicaux, contre un projet qui visait à expulser 20 000 Tunisiens d'une immense propriété qu'un financier avait récupérée à la suite d'une procédure d'arbitrage. Vous savez ce qu'il faut penser des procédures d'arbitrage, c'était déjà venu au début du siècle, du XXe. Eh bien, Jaurès va menacer de faire un immense scandale pour réussir, là il va l'obtenir au moins, que les 20 000 Tunisiens puissent rester sur place. Même si le fameux requin d'ailleurs sera indemnisé après la Grande Guerre, c'est le fameux arrêt Cutéas que les jeunes juristes doivent connaître. Disons peu importe. Donc, sur la colonisation, ça, il évolue énormément. Il n'est pas encore en 1914 pour l'indépendance des pays où la France est présente, mais il y est pour des réformes profondes, et disons que là, vraiment, on voit bien que le chemin est tout à fait tracé. Ah, bah oui. Alors, ça va être après la divergence. Les communistes vont interpréter ça en disant, dans les années 20, il faut que ça aille jusqu'à l'indépendance. Les socialistes vont en rester plutôt sur le réformisme colonial, sans voir qu'à mon avis, il y a le stade de la justice, puis le stade de la liberté, le stade de l'indépendance. Et quand les socialistes parlaient parfois de réformes dans les années 1950, ça aurait sans doute pu empêcher bien des choses si ça avait eu lieu en 1910-1920. Et comme ça n'avait pas eu lieu en 1910-1920, il fallait aller plus loin dans les années 1950. Ça, c'est le problème de faire des réformes avec une génération trop tard, bien entendu. Ça montait de décennie en décennie, les exigences montaient, bien entendu. Merci à tous. Le personnage de Lucien Deslignières, juste pour revenir dessus, est quelque chose d'absolument fascinant, puisque son projet finalement de vallée socialiste, il va finalement le mettre à bien au Mexique, et au bout de 2 années, un tiers de l'effectif aura décédé de la dysenterie, ce qui montre que parfois les utopies peuvent être dévastatrices. Et Lucien Deslignières. Ça veut dire que nous, finalement, on fait le moins grave. Finalement, c'est pas si mal. Et Lucien Deslignières partira de Montluçon et finira commissaire politique en Ukraine pour Staline. Oui, j'interviens à la défense des camarades communistes présents. Il ne restera pas non plus en Ukraine, parce qu'il sera commissaire du peuple adjoint, il aura une importante responsabilité. Ça ne sera pas non plus génial, son efficacité. Donc il reviendra en France. Et il finira conseiller politique de Marx Dorban, je crois. En espérant que Marx Dorban ne connaît pas toujours ses conseils. Non, il n'y a pas eu de projet dans une vallée à de faire un paradis socialiste. Mais on y travaille. Mais c'est un bon personnage, à part ça. Toujours une idée. Deslignières, toujours une idée. Bon, voilà. Je crois qu'on arrive progressivement à la fin. Si vous avez envie de continuer à échanger, n'hésitez pas à venir pour qu'on puisse discuter. On va également peut-être aller lancer un petit morceau, dont ceux qui ont envie de se joindre à nous sont les bienvenus pour un petit coup de rouge et plus affinité. Je tenais vraiment à vous remercier tous d'être venus si nombreux en plein mois de juillet sur un thème qui est particulièrement important. Et comme l'a dit Gilles, si on ne s'approprie pas notre mémoire et nos valeurs, d'autres le feront à notre place.